Allez, on poursuit nos conférences de ce samedi. On parlait réseaux sociaux à l'instant. D'ailleurs, continuez à réagir, à commenter ce qui se passe tout au long de cette journée avec le hashtag Nayer 2021. D'ici une trentaine de minutes, on accueillera un maître de conférence en philosophie qui reviendra sur les grands enjeux éthiques de l'usage de certaines techniques de la recherche en intelligence artificielle qui sont réputées assez opaques. Mais avant, abordons avec notre intervenant la question des traitements algorithmiques qui, elle aussi, pose de nombreuses questions éthiques et sociétales car la majorité de ces traitements concernent les personnes. Alors pour vous éclairer sur la question, François Pellegrini est avec nous. Il est professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux, chercheur au Labri, le laboratoire bordelais de recherche en informatique, et aussi à l'INRIA Bordeaux Sud-Ouest. Bonjour François. Bonjour. Et je vous laisse la parole. Il y aura un temps d'échange, comme chaque conférence, de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à la fin à interpeller Monsieur Pellegrini si vous avez des questions et vous nous les posez à distance via le chat. C'est à vous. Merci bien. Présentation diapo, super, merci beaucoup. Pourquoi je parle de traitement algorithmique? C'est un terme bizarre, un peu barbare, parce que autant essayer de réveiller un peu tout le monde, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est un terme qui a été forgé au milieu des années 1950 pour fédérer des communautés scientifiques qui travaillaient dans des domaines connexes, la vision par ordinateur, la modélisation des connaissances, et j'en passe. Ces gens cherchaient une maison commune, un terme commun, et ils ont essayé de trouver ce terme, mais en fait, scientifiquement, ça ne peut pas être défini, puisque si on cherche la définition de l'intelligence, c'est un terme qu'on se bat depuis des décennies, des siècles pour définir, et on n'y arrive pas. Donc c'est un peu difficile de baser un projet scientifique sur un terme qu'on ne sait pas définir. Donc c'est un projet politique plutôt qu'une réalité scientifique. Et pour vous donner un truc de chercheur, ça sert à avoir des financements. Si vous mettez intelligence artificielle dans votre propale de financement, maintenant vous avez des sous, alors que sinon vous en avez moins. La vraie question derrière, c'est qu'effectivement, code is law, comme dit Lawrence Lessig, c'est-à-dire que les logiciels qui mettent en œuvre des algorithmes, ce sont des objets issus de l'activité humaine, ce sont des artefacts, et donc ils dérivent de leur environnement social, économique et culturel. Et donc, par définition, par nature, ils incorporent des biais humains, les biais de leurs concepteurs. Déjà, si vous réfléchissez au terme de modèle, parce qu'on modélise un problème pour le résoudre, modèle, ça veut dire préjugé. C'est-à-dire que la personne qui a conçu le logiciel, qui a conçu le traitement, elle a dit, ça c'est important, ça c'est pas important. Donc déjà, il y a un préjugé du concepteur sur effectivement ce qui relève des paramètres qui sont pertinents pour les gens ou pas. La plupart du temps, d'ailleurs, vous le voyez, dans un formulaire, vous avez monsieur, madame. C'est tout. Et alors qu'à l'université d'Irvine, en Californie, quand vous vous inscrivez, vous avez 7 choix possibles. Ça vous montre bien que un traitement algorithmique, c'est pas parce qu'il y a un ordinateur que c'est neutre, que c'est scientifiquement exact. Ça embarque des biais humains. Et donc, effectivement, les machines peuvent seulement faire ce qui est spécifié dans leur logiciel. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ces trucs sont cons comme des fers à repasser. Et c'est bien de s'en convaincre. Je vous le dirai par la suite. En gros, si vous voulez, il y a deux façons d'obtenir un résultat par le calcul, puisqu'un ordinateur, c'est une machine à calculer rapide. Il y a l'informatique à la papa que je fais, moi, c'est ce qu'on appelle les algorithmes déductifs. On a codé le calcul, on donne les données en entrée, on a le résultat en sortie. C'est exactement comme ça que fonctionne, par exemple, le site de déclaration d'impôt. Et donc, le biais, c'est le modèle de calcul de l'impôt. Si vous avez investi là-dedans, vous avez moins d'impôts à payer parce que socialement, on pense que c'est utile. Si vous avez plus investi là-dedans, vous allez payer plus parce que c'est supposé être de la rente, etc. Donc, les choix sociaux sont codés initiaux dans l'algorithme et dans le logiciel qui met en œuvre cet algorithme. Alors que la majorité des trucs dont on dit c'est de l'intelligence artificielle, c'est basé sur des algorithmes et des traitements dits inductifs. C'est-à-dire que le modèle n'est pas fourni a priori, ça a l'air trop compliqué pour qu'on puisse coder un truc. Alors on va laisser la machine tripatouiller les données. Et l'idée, donc, c'est pas de modéliser, mais de trouver des corrélations au sein d'ensembles de données. Et donc, bien évidemment, il y a un biais qui est sur le choix des données qu'on considère déjà comme représentatives du problème à résoudre. Vous voyez, il y a déjà le choix du concepteur sur... Alors, on parle parfois d'entraînement. Moi, j'aime pas parce que c'est un terme humain encore, c'est anthropomorphe. Je parlerai d'autoconfiguration. Et donc, clairement, avec ces systèmes-là, il est bien évidemment impossible d'obtenir des certitudes. Vous ne savez pas si vous avez capturé suffisamment la réalité dans votre jeu de données, dans votre modèle, pour savoir si votre truc va marcher à 100% dans tous les cas qui se poseront à lui.
Je vous mets d'ailleurs 2 courbes qui sont effectivement extrêmement éclairantes. Vous voyez bien, elles se recouvrent parfaitement. Sauf qu'effectivement, la première en rouge, c'est le nombre de lancements spatiaux non commerciaux dans le monde. Et la deuxième, c'est le nombre de doctorats de sociologie qui ont été décernés aux États-Unis. Vous voyez, naturellement, on s'est dit, ah bah ça match. Maintenant, la question, c'est, ouais, mais pourquoi? Ben non, en fait, c'est un pur hasard. Et donc ça, la machine, bien évidemment, va être incapable de se rendre compte que c'est du hasard ou pas. Donc en fait, tous ces traitements inductifs, c'est un peu comme le conditionnement pavlovien qui est câblé au fond de nos cerveaux, ça confond corrélation et causalité. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'intelligence, il y a juste des décisions calculées à partir de corrélations détectées dans des jeux de données sans savoir si ces corrélations correspondent à des causalités réelles. Donc effectivement, de fait, chaque fois qu'on parle de traitement de recommandation, eh bien, ça fonctionne selon cette logique inductive. On détecte des corrélations entre des jeux de données d'entrée et jeux de données de sortie. Par exemple, beaucoup de gens qui ont acheté tel bouquin ont acheté tel disque. Et donc, si vous cliquez pour acheter tel bouquin, on vous proposera d'acheter tel disque. Donc, dans certains cas, je ne vais pas jeter l'intégralité de ces dispositifs, une fois qu'on les a remis à leur juste place dans le dialogue scientifique. Ça peut être très utile, par exemple, en médecine, parce que pour analyser des images de radiographie, de poumons, etc., le domaine est parfaitement borné, l'identification de ce qui représente une tumeur est parfaitement faite, et donc ces dispositifs peuvent réellement apporter un bénéfice par rapport à un chirurgien qui un jour sera fatigué, pensera à ses impôts, etc., et laisserait passer un truc. Donc, comme outil d'appui, ça peut être très utile, mais il faut savoir les mettre à leur juste place et ne surtout pas fantasmer. C'est ce qu'on appelle en anglais le techno-bullshit, qu'on nous sert à toute sauce. Et comme je vous l'ai expliqué, en général, on vous fait du techno-bullshit pour vous vendre des trucs. Donc, bien sûr, l'idée, c'est que ces dispositifs de recommandation sont intrinsèquement conformistes. Donc, ça codifie la norme sociale, ça projette le passé dans l'avenir. Donc, quand vous entendez parler de justice prédictive, c'est à hurler de rire. Enfin, malheureusement, c'est très triste, parce qu'il y a une double imposture intellectuelle. La première, c'est que vous allez prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un sur la base de statistiques qui auront été établies, alors que quand on juge bien évidemment la personne dans l'intégralité de sa réalité, au-delà de tout modèle, et que bien évidemment ces statistiques, elles sont issues du passé, ce qui revient à juger toujours les gens selon les normes sociales du passé. Donc c'est pour ça qu'il faut se débarrasser d'un certain nombre de fatras intellectuels pour pouvoir réfléchir aux choses. Juste une petite diapo pour vous amuser. Effectivement, ça c'est un test qui est fait pour les traitements de reconnaissance d'images, de catégorisation d'images, bien évidemment. On voit que ce n'est pas nécessairement si simple. J'en avais plein d'autres, mais je m'en suis débarrassé pour nous garder du temps pour le débat. Effectivement, alors vous voyez en gros comment ça marche. C'est con un traitement algorithmique. Donc vous avez l'image en bas à droite où on dit voilà c'est des armes, c'est bon, c'est des fusils d'assaut, etc. Super. Vous modifiez la couleur d'un pixel de l'image et tout d'un coup il vous dit que c'est un hélicoptère, que vous dit que c'est un machin à moteur, etc. Donc tout ça pour montrer que c'est du résultat purement calculé à partir des pixels des images d'entrée. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'analyse, j'allais dire, structurelle, même si de plus en plus, bien sûr, les chercheurs essayent d'embarquer ça dans les traitements, mais c'est vraiment très pauvre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire à la mégalomanie des chercheurs qui cherchent à se pousser du col et à figurer dans les médias. Vraiment, il faut parler de la technique telle qu'elle est. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit, tiens, bon, c'est une diapo qui répète, mais juste pour en arriver à la question principale, c'est qu'est-ce qui arrive lorsque des traitements automatisés sont utilisés sur les données de personnes, quand ça concerne des gens. Effectivement, bon, ça je l'avais dit, et donc, effectivement, il peut y avoir des biais. On en a déjà parlé, les orateurs précédents en ont parlé. Ça peut être donc des biais liés aux jeux de données d'entrée, c'est pour ça que vous lisez parfois dans la presse, oulala, les traitements algorithmiques, ils confondent les noirs avec des singes, oulala, ils sont racistes, etc. Ils sont pas racistes, c'est des faits rares passés. Un fait rare passé, c'est pas raciste. Simplement, c'est un truc qui a été construit par des gens qui avaient un certain référentiel culturel, qui n'ont pas embarqué des jeux de données qui capturaient la diversité de l'humanité. Et donc, quand vous mettez ça dans un traitement algorithmique qui est rendu accessible à l'intégralité de l'humanité dans sa diversité, c'est normal, ça ne marche pas. Et donc, en plus,
effectivement, c'est ce qui amène à la notion de bulle de conformisme dans les réseaux sociaux, mais ça aussi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, on va fournir aux gens un contenu dont on veut qu'ils les fassent rester. C'est-à-dire que dans l'ère dans laquelle on est, il faut se rappeler qu'on est dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Le but, c'est que les gens restent sur votre réseau social et pas celui du concurrent. Donc on va vous nourrir avec ce que vous aimez le plus, même si ce n'est pas bon pour votre santé. Et finalement, l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, on s'en tape. C'est le moyen de pouvoir vous faire rester jusqu'à ce que la pub arrive. Et donc, effectivement, ça explique que la question de la véracité de l'information n'est pas nécessairement, j'allais dire, un sujet. Alors bien sûr, à mesure que ces dispositifs sont utilisés par de plus en plus de pourcentage de la population et remplacent les médias traditionnels, on s'attend à ce qu'ils fonctionnent un peu comme des services publics, qui fournissent quelque chose qui soit loyal vis-à-vis des usagers. Mais les usagers, c'est la marchandise. C'est les gens dont on veut qu'ils regardent les pubs des annonceurs. C'est-à-dire que les vrais clients des réseaux sociaux, ce n'est pas les usagers, c'est les publicitaires qui payent pour que leurs pubs soient vues par les gens qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, effectivement, ces traitements-là, il y a eu la conférence de Serge Abitboul avant qui expliquait bien comment on peut, ou surtout on ne peut pas faire le filtrage. Ça pose des enjeux de société importants dès le moment où certaines de ces plateformes deviennent les moyens principaux que les personnes utilisent pour s'informer. Donc, qui plus est, bien sûr, on a de plus en plus, puisqu'on est dans une ère de solutionnisme technologique où on pense que tout peut se résoudre par la technique, de plus en plus on va remplacer les vrais humains par des automatismes de conversation, des chatbots ou des systèmes d'aiguillage et autres. Et c'est pour ça que j'aime pas non plus le terme d'intelligence artificielle, parce qu'il revient à inférioriser les humains. On dit aux humains, la machine, bien sûr qu'elle est plus forte que toi, donc si elle a calculé un truc, tais-toi, quoi. Et de fait, dès le moment où ces dispositifs sont installés dans la société, ça impose aux humains qui voudraient passer outre de justifier une décision divergente. Et le problème, c'est que l'humain se fatigue alors que la machine ne se fatigue pas. Ce qui veut dire que l'humain risque d'abandonner en disant « bon, c'est bon, j'en ai marre, ok, d'accord, je réfléchis plus ». Et puis le problème, c'est qu'en fait, si un humain prend une décision et confirme la décision de la machine, alors si la machine se plante, entre guillemets, on ne pourra rien lui dire, sauf si c'est vraiment trop énorme. Mais si l'humain essaye de prendre une décision divergente, par exemple pour accorder un crédit bancaire à quelqu'un alors que le système a calculé qu'il ne fallait pas, et que la personne ne peut pas rembourser son crédit, le manager va arriver et va dire « mais t'es nul, je te vire, tu nous as fait perdre de l'argent, etc. T'avais qu'à faire comme dit la machine ». Donc on voit bien qu'effectivement, par rapport à la question de la liberté des personnes, par rapport à l'existence effective de processus de recours, ça devient très difficile d'exercer ces libertés dans un monde dans lequel de tels dispositifs sont mis en œuvre. Donc effectivement, la question du solutionnisme technologique, j'y reviens, c'est un terme qui a été forgé en 2013, me semble-t-il, par Morozov, mais qui revient en fait, avant il y avait tous les travaux de Jacques Ellul sur justement la société technicienne qui se déshumanisait. Et donc effectivement, se pose la question de qu'est-ce qu'on doit autoriser, même si c'est techniquement possible, pour le bien-être de la société, sachant qu'effectivement en plus, on est dans une ère où avec le déluge informationnel, notre cerveau, notre fonctionnement cognitif est mis à mal. On a été construit par des millions d'années d'évolution dans un univers dans lequel on pouvait avoir et traiter l'information de façon lente, d'une façon compatible avec notre cerveau. Là, nous sommes bombardés d'informations que notre cerveau ne sait pas traiter. Et justement, en fait, dès le moment où on est face à des chaînes d'information en continu, ou alors ces bulles de conformisme qui nous présentent toujours la même information, notre cerveau, on est des animaux, on fonctionne par conditionnement pavlovien. Et c'est ça qui nous a sauvés pendant des millions d'années. Gurk va dans la caverne, se fait bouffer par un ours. Zorg va dans la caverne, se fait bouffer par un ours. Je ne vais pas aller dans la caverne parce que je pense que sinon ça va être problématique. Donc on est conditionné de façon pavlovienne à prendre des décisions qui collectivement sont censées assurer notre survie.
Le problème maintenant, c'est que ce mécanisme joue à plein contre nous. La répétition d'une information fausse se grave dans notre cerveau primaire et tout notre néocortex supérieur a bien du mal de sortir les rames pour arriver à lutter contre des choses qui nous sont répétées, assénées. C'est l'existence de la propagande dans les années 20 et 30, dès le moment où les journaux, la radio puis la télévision sont arrivés au service des grandes dictatures du XXe siècle. Mais c'est effectivement quelque chose avec lesquels nous avons du mal. Je ne vais pas développer pour garder un peu de temps pour les questions. Donc effectivement, existence d'une asymétrie majeure entre des responsables de traitement, donc des grandes entreprises, ce qu'on appelle les big tech, qui ont collecté énormément d'informations sur nous, et le niveau d'information des personnes concernées soumises à un déluge informationnel qui effectivement peut nous porter préjudice face à l'autonomie de notre pensée. Et ce rapport de force, il est clairement difficile à inverser, parce qu'il y a une inertie des comportements individuels, par confort, par la notion d'effet de réseau. Vous allez aller sur le réseau social sur lequel la majorité de vos contacts sont. Si vous êtes tout seul sur un réseau, ça n'a pas d'intérêt. Donc on voit bien qu'il y a le piège gravitationnel, l'attraction du réseau, qui fait qu'il est très difficile tout seul de renoncer et de sortir d'un réseau. Alors Serge Abitboul a parlé de l'interopérabilité des réseaux sociaux, mais c'est vraiment très compliqué. Donc la loi est là, le RGPD, ça a été quand même, je pense, une grande victoire, et d'ailleurs ça diffuse au niveau mondial. Mais se pose la question de la loyauté, de l'éthique des responsables de traitement. Parler de l'éthique des algorithmes, c'est complètement con. C'est comme de parler de l'éthique du théorème de Pythagore. Ça ne veut rien dire. C'est des gens qui mettent en œuvre des traitements, et c'est ces gens-là qui sont responsables de leurs actes, pour autant que la loi arrive effectivement à les incriminer, à les poursuivre. Et donc effectivement, on a un effet d'entraînement par la massification de l'usage des dispositifs informatisés qui fait qu'on est dans une société dans laquelle de plus en plus des outils vont collecter des données sur nous de façon très intime. Maintenant, on a des dispositifs, ces fameuses montres connectées, qui prennent notre rythme cardiaque, qui vérifient si on dort bien, si on dort pas bien. Donc la collecte de données est du niveau de l'intime, et bien évidemment, en termes d'asymétrie par rapport aux gens qui sont capables de traiter ces données, peut-être à notre endroit, mais aussi à notre encontre, parce que leur intérêt est un intérêt privé, mercantile, ça pose énormément de questions. Je vais m'en arrêter là, je pense. Et puis, comme ça, on va pouvoir vous ouvrir par vos questions. Merci. Merci beaucoup, François Pellegrini, donc professeur en informatique à l'Université de Bordeaux, pour nous avoir éclairé sur cette question des traitements algorithmiques. Alors, je regarde en régie, est-ce que par hasard, on a des questions sur le chat, tout d'abord? Alors, pas de questions sur le chat. Est-ce que dans la salle, il y a une question que quelqu'un souhaite nous poser? Sinon, moi, j'aurais une question pour vous, peut-être pour ouvrir le débat. On va déjà laisser la parole à monsieur. Écoutez, on va faire comme tout à l'heure. Je suis vacciné, tout va bien. Vous avez un masque? Bonjour. Est-ce que si on employait le terme d'imbécilité artificielle, ça aiderait à dédramatiser ou à rendre moins déifiant cette belle chose? Non plus. Non. Parce qu'imbécilité, c'est une caractéristique humaine. L'anthropomorphisme nuit. Donc simplement, ce sont des machines. C'est une machine à laver, c'est un fer à repasser, voilà, c'est tout. Donc effectivement, non, il faut juste dire, c'est un traitement algorithmique, il calcule des trucs. Maintenant, quel est l'intérêt de celui qui a conçu le dispositif? Quel est l'intérêt de celui qui exploite le dispositif? Quel est mon intérêt? Et est-ce que les trois sont convergents? Et bien sûr, en général, il vaut mieux agir dans le sens de son intérêt à soi plutôt que dans celui des autres. Mais non, justement, tous les termes d'apprentissage, tous les termes il reconnaît, la machine, elle a reconnu. Non, elle a calculé. C'est ce que je vous ai montré avec les muffins, les chihuahuas et les fusils d'assaut. C'est donc vraiment, il faut désanthropomorphiser ces dispositifs. Je crois que c'est c'est la démarche la plus saine pour arriver à objectivement discuter de ce phénomène, à la fois sur le plan technique et sur le plan social. C'est un machin, quoi. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors moi, je vais vous poser une question, et puis après, comme on a pris un peu de retard, on s'arrêtera là pour enchaîner sur la dernière conférence de la journée. C'est une question, j'y pensais, souvenez-vous, en 2019, il y avait cette plateforme granddébat.fr où les Français, on a été incités à mettre notre contribution
au débat public et il y a eu un débat qui a eu lieu. C'était la question, c'est peut-on confier à des algorithmes les clés du débat démocratique, puisque Opinionway, qui était l'institut de sondage qui était chargé de récolter et de collecter toutes ces données lors de ce débat démocratique, est passé par des algorithmes. Et il y a cette question qui s'est posée. Alors, sur cette question de la place des algorithmes dans le débat public. Alors, je répète, ce n'est pas des algorithmes, c'est des traitements qui sont mis en œuvre par des responsables de traitement. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui est payé pour faire un job dit « Finalement, ça me coûtera moins cher si j'automatise avec toutes les limitations intrinsèques aux automatismes dont on a débattu. » Donc, est-ce que la qualité du travail fourni est bonne ? Nécessairement, elle le sera moins. Voilà, maintenant, à partir de là, la vraie question, si vous voulez, c'est mettre en ligne des contributions. Je pense que c'est intéressant. Ça ne nécessite aucun traitement algorithmique, sinon que c'est le mécanisme des blocs classiques. Ensuite, corréler et arriver à trouver dans un certain nombre de textes qui se ressemblent l'idée qui est différente, finalement la relation qui est subtile. Ça, une machine n'arrivera pas à le faire. Là aussi, Serge Abitboul en a bien parlé précédemment, où un automatisme avait censuré une couverture d'un livre qui justement visait à dénoncer ces stéréotypes. Donc on voit bien, de ce fait, ça veut dire que l'entreprise en question, en recourant à ce type de dispositif, a stérilisé le débat, à mon sens, parce que peut-être qu'il y a eu une revue humaine par derrière, mais le recours à un automatisme, par définition, c'est réduire le champ des possibles. Donc, à partir de là, est-ce qu'une société peut supporter, j'allais dire, pour sa survie, qu'on réduise le débat à oui-non, pour être un peu réducteur moi-même? Je pense que c'est une très mauvaise trajectoire, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous en ce samedi. François Pellegrini, on peut l'applaudir. Merci beaucoup à vous également de nous avoir suivis à distance. Restez bien avec nous. Dernière conférence de cette matinée. Dans quelques minutes, simplement, on se remet en place et on se posera une question éthique sur l'inacceptable opacité des applications de l'intelligence artificielle. Acceptable ou inacceptable? On en parle dans un instant. À tout de suite.